Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai envie de donner une conférence ce soir sur un thème que j'avais déjà quand même abordé dans les ingrédients du couple épanoui. J'avais abordé aussi dans les bienfaits de l'exclusivité. J'avais fait quand même 2 conférences sur le bonheur d'être en couple. Et là, ça va être un peu plus précis. Je vais repréciser cette question des avantages de vivre en relation amoureuse. Alors, ce que j'entends vivre en relation amoureuse, ça ne veut pas dire que vous êtes sur le même territoire, dans un couple classique. Vous pouvez être à distance, vous pouvez être dans des modalités différentes, à distance géographique ou proche, mais chacun chez soi, ou vous pouvez être dans une grande maison. Bref, vous avez compris, c'est d'être en relation. En couple officiel, quoi. C'est-à-dire dans votre esprit, vous êtes en relation principale. Voilà, c'est ça le truc. Et là, je vais préciser les avantages de relationner en couple. Parce que bien souvent, et c'est pour ça que je fais cette conférence, on me dit, mais oui, mais Véronique, tu casses le couple, tu nous dis que c'est mieux la solitude, que le couple... c'est voué à l'échec, qu'au final, mieux vaut être seul que mal accompagné, enfin des trucs comme ça, et que certains m'ont même partagé que je devais être vraiment résignée, malheureuse, en telle souffrance, que à force d'avoir souffert dans mes histoires, parce que de temps en temps je témoigne, mais je témoigne à partir de l'endroit où je me dis, pédagogiquement parlant, que si je vous raconte un peu mes histoires, c'est analogique avec les vôtres. Je ne vais pas raconter ma vie pour raconter ma vie. C'est parce que je pense qu'on est un peu du même les uns les autres, et donc ce que j'ai traversé ou ce que je vais traverser ou ce que je traverse, vous l'avez aussi traversé. Voilà, c'est un peu pour ça que je raconte de temps en temps ma vie, pour essayer d'illustrer et de montrer que vous n'êtes pas seul au monde. Mais non, je suis pas. Je veux quand même témoigner que je suis pas. J'ai pas vécu de telles souffrances en couple, que je suis une aigrie et une désabusée du couple, et que du coup je casse le couple, mais pas du tout. C'est pas du tout. Mais alors pas du tout ça. J'ai la plupart du temps moi-même vécu en relation. Et même s'il y a eu de la souffrance, il y a eu quand même plus de bons que de pas bons, voire des moments, enfin pas que des moments, des relations magnifiques. Donc je ne suis pas du tout une désabusée du couple et je ne fais pas l'apologie de la sologamie. D'ailleurs, j'étais interviewée. La sologamie, c'est le mariage avec soi-même. Vous avez entendu parler de ça. C'est à la mode, là. J'étais interviewée. Bon, on est dans l'impro ici. Ça va s'arrêter de sonner. J'ai été interviewée cette semaine sur cette histoire de sologamie. On me demandait sur marieclaire.fr ce que j'en pensais de la sologamie. Voilà, la sologamie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une hérésie pour moi de se marier avec soi, complètement ridicule. C'est un rituel qui peut avoir une intention derrière qui est, bah oui, je suis en amour pour moi, je m'écoute, je me respecte. Mais de là, se marier avec soi, d'en faire une fête et d'en faire, je ne sais pas, un nouveau mouvement de mode. Bon, voilà, c'est un peu ridicule. Pour moi, c'est complètement ridicule. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un souci. Donc non, je ne défends pas la sologamie, je ne défends pas la solitude à tout prix. J'ai jamais dit qu'il fallait vivre en ermite et arrêter de faire des couples. Donc là, je vais préciser, comme je ne l'ai pas encore fait, je pense, dans mes conférences, les avantages de vivre à deux, ou d'être à deux, ou de relationner avec quelqu'un qu'on aime, et en réciprocité, ce serait bien qu'il nous aime aussi. Il y a en général, ce qui se passe, c'est qu'on fait couple, on a envie de démarrer une relation de couple à partir de l'endroit où ça répond à nos besoins. Voilà, différents types de besoins. Et ça, je vais commencer à développer cette idée-là, qui a effectivement, en général, au travers de la relation de couple, réponse à nos besoins, différents types de besoins. Donc ça, c'est une chose. Et justement, je dirais quels sont les besoins qui sont nourris en général dans la relation de couple. Et petit 2, j'irai un peu plus loin parce que ce qui m'intéresse aussi, en tout cas aujourd'hui, c'est pas juste de dire ah oui, nos besoins de tendresse, d'affection, de partage, voilà, ça tout le monde est au courant que c'est ce qu'on cherche à travers la relation, mais pas que. Je pense que c'est important aussi de voir les différents types de connexions
comment les gens se cimentent, hein, et pourquoi ils se cimentent à certains endroits et pas d'autres. Et je ferai un petit développement sur les connexions, les rencontres de connexion, soit cimentées sur la sexualité, soit les rencontres, les relations qui sont cimentées autour de l'affection et du soutien, les relations qui sont cimentées, il doit y avoir quelqu'un en bas, je pense, je pense qu'il y a quelqu'un qui cherche, les relations qui sont cimentées autour, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai perdu mon idée. Le soutien, la sexualité, la sécurité aussi, et les relations qui sont connectées plus des relations dites karmiques, qui sont des relations d'âme sœur, des relations un peu mystiques, un peu mystérieuses. Voilà. Donc à un moment donné, je ferai un point sur ces différents types de relations. Mais c'est vrai que je vais d'abord voilà, répondre à ce que souvent les gens, terre à terre, imaginent trouver au sein de la relation de couple, le bon qu'on peut trouver au sein de la relation de couple. Et je vais lister un peu voilà, ce qu'il en est. Donc, on va trouver de bon dans la relation de couple. Et vous allez, le public qui est là, vous allez me dire si vous confirmez. Non, il n'y a personne. On va trouver de bon, en général, le partage. Voilà, ça c'est un truc qu'on entend tout le temps. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans la... alors les gens ils disent pourquoi vous êtes en relation? Ah mais parce que j'ai envie de partager. Ça c'est le grand mot. Alors, c'est quoi partager pour vous? Tiens, vous allez me le faire. Donc vous prenez le micro. C'est quoi partager pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça c'est le grand... à chaque fois que je fais une interview sur quel est l'intérêt de notre relation, pourquoi vous voulez absolument y aller, c'est pour partager. Alors partager quoi? On peut partager les bons moments, les moments de loisirs. Ouais. Et puis, quand ça va pas, on peut toujours s'appuyer sur quelqu'un. Alors ça, c'est les besoins de soutien, tu vois. Donc là, on était sur partager des loisirs, partager des activités. Ouais, tu dirais quoi? Partager... Partager des points communs, mais bon, après, ouais, les points communs, avoir des goûts communs, des points communs. Ça peut être culturel, comme ça peut être sur n'importe quoi, la religion, n'importe quoi. Avoir des opinions communes, voilà. Alors partager, c'est aussi souvent débattre, avoir... moi, ce qu'on m'a dit assez récemment, c'est quand je suis en couple, il y a quelqu'un qui m'attend chez moi, quand je rentre ce soir, je ne suis pas toute seule, donc je ne fais pas face à la solitude. Il y a quelqu'un qui est là pour moi et il me parle en plus. Et je peux lui raconter ma vie, ma journée. D'accord? Ah, tu vois, il y a quelqu'un. Donc partager, c'est aussi partager l'échange. C'est l'échange verbal. D'accord? Je ne suis pas tout seul, je peux partager, raconter mon histoire, etc. Et aussi partager des activités, partager des loisirs, partager des idées aussi. Hein. On peut partager des débats d'opinion. Tiens, j'ai lu ça, t'as lu quoi? Voilà, partager des idées. Donc, on peut partager pas mal de choses dans la relation de couple que on fait pas, que c'est un peu différent avec les collègues. C'est pas pareil et qu'on partage pas la même chose avec nos hiérarchies, qu'on partage pas la même chose avec notre famille, avec nos enfants. Voilà. C'est une relation un peu privilégiée, notamment si elle est poursuivie, si elle est continue comme ça. Voilà. Mais la première réponse qu'on m'a faite quand j'ai dit « mais pourquoi vous voulez partir en relation ?» c'est comme ça, il y a quelqu'un qui est là pour moi, qui m'attend, et comme ça, et qui me parle, et puis après on va voir la tendresse, hein, comment il me prend dans les bras, il me fait des câlins, où elle est gentille avec moi, où elle me fait des sourires, voilà. Donc les besoins d'échange, de partager, hein, de partage, d'échange, de complicité aussi. On cherche la complicité à travers la relation. On cherche à nourrir des besoins de tendresse. Donc la tendresse, c'est l'ocytocine. Et la tendresse, c'est quelqu'un qui me prend dans les bras, qui me fait des sourires. Ouais, tu peux t'installer. Surtout pour ceux qui ont été, ceux ou celles qui ont eu des manquements d'être touchés, hein, dans le corps enfant. Ils vont se faire réparer. Hein. Souvent, on vient chercher dans les bienfaits, c'est de se réparer. On vient réparer notre enfance qui a été carencée ou maltraitée. Hein. Donc, c'est souvent ça qu'on cherche dans la relation. Ouais, bonsoir, il reste des places. Hein, vas-y, installez-vous. Mettez-vous, vous là, voilà, il y a des places. Voilà, donc j'étais en train de dire que souvent, on cherche à se réparer dans la relation de couple
Et pourquoi pas, puisque je suis sur les avantages. Si on faites-le consciemment. Voilà, moi, ma proposition, c'est d'être conscient que, par exemple, vous avez manqué de toucher quand vous étiez petit, vous n'avez pas été bercé, pris dans les bras. Et ben, si vous avez l'occasion d'être en relation, osez demander, osez trouver ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, osez nourrir les besoins qui ont été carencés. Mais faites-le sciemment. Le problème, c'est que c'est un puissant fond, cette affaire. Donc, si vous n'avez pas été assez touché, pour vous, c'est presque comme s'il fallait vous toucher tout le temps, ou vous prendre dans les bras du matin au soir. Donc ça, vous n'allez pas trouver, parce que l'autre, il n'est pas disposé toute la journée à vous prendre dans les bras. Bon, il y en a qui sont plus câlinous que d'autres, hein. Mais néanmoins, osez faire des demandes par rapport au... Tu peux mettre à des chaises. On est à l'impro, c'est normal, les conférences comme ça, c'est toujours comme ça. Donc, osez demander ce dont vous avez besoin en étant au courant que l'autre a des limites. Il ne peut pas vous prendre dans les bras du matin au soir. Voilà. Donc, pour la tendresse, c'est souvent, ça fait partie des avantages, hein, on appelle ça aussi les petits gestes du quotidien, les petites attentions, tendresse au quotidien. Ah, il a une petite attention pour moi, il me fait un petit sourire, un petit geste, un petit cadeau, un petit machin. Voilà, il me reçoit le soir, il me prend dans les bras. Bon, voilà. Ça, c'est le côté sympa de la tendresse au quotidien. Hein. Et justement, je mets l'accent dessus, je suis sur les avantages du couple, les avantages d'être en relation. Donc, ça fait partie des avantages. Parce que c'est vrai que quand tu es en mode célibataire, tu ne vas pas trouver ça. Ou tu vas le trouver de manière très ponctuelle. Tu vas être beaucoup plus face à toi-même et tu vas beaucoup moins avoir cette tendresse suivie, cette tendresse relationnelle qui manque à beaucoup. Parce qu'elle a manqué dans l'enfance. Donc ça fait partie des avantages d'être en relation de couple suivi. Voilà, la tendresse. On va trouver sur un autre registre très proche, avec le corps contact, le corps touché. Tiens, tu peux la mettre là, peut-être. Mettez-vous là, prenez la chaise, là. Mon 5. Voilà, vous mettez là. Attends, j'évite que ça fasse du bruit. Attends 2 minutes. Mets-toi là. Ou là, ouais. Oui. Donc, je disais, avec le corps, parce que les avantages, c'est de la relation, le monde du toucher, le corps physique. Vous avez le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Donc, on va passer tous les corps. Donc, quels sont les besoins qui sont nourris? Le corps physique. Et souvent, les gens vont dans la relation pour nourrir le corps physique. Donc, la tendresse, pas que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sexualité. La sexualité et la sensualité. Il y a dans le corps, il y a le corps sensuel. Moi, je différencie les besoins sensuels, enfin la sensualité de la sexualité et génitalité. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà, vous avez aussi à examiner les avantages d'être en relation de couple. Vous pouvez mettre l'accent sur la sensualité, développer la sensualité. J'en ai souvent parlé dans mes conférences. Hein. Donc, à vous de jouer avec le corps sensuel, avec les massages, des choses comme ça. Et à vous, oui, c'est à vous de développer ça. Et à vous de développer l'exploration d'une sexualité riche, enrichie, d'une sexualité qui n'est pas uniquement ce qu'on appelle l'orgasme du sommet. Bon, sauf si vous éclatez là-dedans, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça peut être intéressant, si vous avez un partenaire, de jouer du violon, quoi. D'aller fréquenter une diversité, une richesse dans ce que peut apporter la sexualité. Ça va donner souvent, au niveau du corps physique, une sensation d'être vibrant et vivant. Hein, c'est ça que ça va. Ceux qui font beaucoup l'amour parce qu'ils sont en relation, c'est un des avantages. On n'arrête pas de l'entendre dans les articles féminins de la presse. Faites l'amour souvent, vous deviendrez plus optimiste, vous allez vieillir plus tard, vous allez avoir moins de maladies cardiovasculaires, vous avez beaucoup moins de problèmes en tout genre. Bon, relisez tous les articles qui passent. Hein. Donc, faites l'amour, pas la guerre, vous irez beaucoup mieux. Voilà. C'est aussi lié, évidemment, à la dopamine, à l'ocytocine, etc. Donc, évidemment, ça fait du bien, à condition que ça se passe bien. Bon, moi qui reçois beaucoup de personnes en souffrance, ça ne se passe pas toujours bien dans les couples, ce n'est pas toujours idyllique. Mais quand ça se passe bien, profitez-en et enrichissez. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'enrichir
d'aller fréquenter, par exemple, la sexualité sacrée, le solo sexe, la sexualité tantrique. Enfin, baladez-vous hein, dans diverses explorations pour augmenter, enrichir la sexualité. Après, le problème de la sexualité, souvent, c'est là la limite, mais bon, là je suis sur les avantages, mais les inconvénients, c'est qu'il y en a souvent un qui veut plus que l'autre. Donc du coup, ça coince en général. Pas toujours harmonieux comme on l'aimerait, parce qu'il y en a un qui est plus demandeur, c'est pas toujours l'homme ou la femme, ça dépend. Mais bon, voilà, c'est là où ça peut coincer, et ça peut créer des frustrations. Voilà, on va voir partout. Mettra une chaise, donnerait une chaise à quelqu'un. Voilà, à moins que vous ayez envie de réagir sur l'histoire de la sensualité ou de la sexualité, mais j'étais sur les avantages. Je ne vais pas trop pointer les inconvénients, je vais plutôt rester ce soir fixé sur l'intérêt, les avantages, les bienfaits, le côté positif de la relation du couple, parce que je disais qu'on est tous souvent en train de me dire que je tape sur le couple, mais il y a beaucoup de... Puis moi, j'ai souvent été en couple, je suis encore en relation, je suis quand même... La plupart du temps, je suis toujours en relation. Donc, je suis en relation parce que j'y trouve du bon, sinon, je préférerais rester toute seule. Donc, voilà. Et c'est vrai que la sensualité... Alors, dans la sexualité, on va trouver souvent sensualité et tendresse à la fois. On va trouver les trois, c'est tout le corps. Hein. Et la différence ? Attends, prends le truc. Alors, elle me demande la différence. La différence entre la sensualité et la sexualité ? Oui. C'est bien que tu la sensualité, non, entre la sensualité et la tendresse. Eh ben, si tu veux, très souvent, tu as des personnes qui ne se rendent pas compte et qui confusionnent, qui viennent chercher dans la sphère sexuelle, c'est-à-dire qu'elles disent « j'ai envie de faire l'amour tout le temps », mais ce n'est pas qu'elles ont envie de faire l'amour, c'est qu'elles ont besoin de tendresse ou de communion. D'accord ? Donc, la complicité, on revient sur un partage complice qu'on va avoir moins peut-être dans l'échange verbal. Et donc, il y a une demande de trouver de la tendresse et elles vont confondre faire l'amour et le besoin de tendresse. Enfin, donner du sexe, alors que le vrai besoin, c'est pas tellement de faire de la sexualité, c'est plus être prise dans les bras, être vraiment contenue. On a aussi l'affaire du contenant dans la sexualité, l'autre qui me serre dans les bras, j'ai l'impression qu'il m'aime tellement. Et souvent, il y a de la confusion entre je suis sûre qu'il m'aime et qui va s'engager. J'ai même eu une patiente cette semaine qui me disait s'il fait l'amour comme ça avec moi, c'est forcément il va s'engager. Tu vois, c'est un peu naïf, mais elle est tellement persuadée de ça qu'à chaque fois elle se ramasse là-dessus. Parce que quand c'est bien fait, hein, quand c'est en accord, la sexualité, tu as vraiment l'impression qu'il t'aime, qu'elle t'aime, que nous nous aimons, que voilà. Mais ça correspond souvent à des besoins de tendresse, tu vois. Donc ne confondez pas la tendresse avec la sexualité, génitalité, qui est d'un autre ordre, qui parfois pour certains est plus je vais aller vers mon plaisir et te donner du plaisir et on va vivre quelque chose d'intense, mais pas forcément avec un engagement à la clé, pas forcément avec un suivi affectif à la clé. C'est juste l'instant qui est comme ça et qui est magnifique et un point c'est tout, tu vois. C'est ça qui est souvent confus dans la tête, dans l'esprit des uns et des autres. Parce que comme on dit faire l'amour, tu vois, c'est joli. Faire l'amour, c'est making love, donc c'est en amour, quoi. Il y a de l'amour dans faire l'amour. Et donc, voilà. Donc ça peut être intéressant de scinder un peu cette histoire. Et moi, la question que je vous invite à vous poser, c'est après quoi je cours ? Qu'est-ce que je viens chercher à travers la relation de couple ? Est-ce que je viens chercher plutôt de la tendresse ? Est-ce que je viens chercher de l'affection, du partage ? Est-ce que je viens chercher de la sexualité ? Pourquoi ? Souvent, la sexualité éros, c'est l'intensité, c'est la passion. Donc ça veut dire que l'intensité, c'est le shoot, c'est une addiction, l'intensité. Donc je viens chercher quelque chose d'intense pour me sentir vibrant, vivant. Donc c'est un shoot à l'énergie. Moi, j'ai des amis qui sont, hommes ou femmes, hein, qui sont complètement addicts au shoot énergétique que procure une bonne sexualité. D'accord ? et je comprends, hein, parce que c'est une forme intense et super géniale, en fait. C'est puissant, en fait. Comme quand on fait l'amour et que ça se passe bien, moi, j'ai eu une prise de conscience il n'y a pas très longtemps, tout est énergie, en fait.
C'est-à-dire la matière, c'est comme la matière se transforme en énergie pure, en fait. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant, cette histoire. Et il y a beaucoup de gens qui partent dans la relation de couple pour trouver cette énergie pure, en fait. On est juste énergie. Le moi se dissout. À un moment donné, tu es juste dans l'ici et maintenant, et tout devient énergie. C'est deux corps énergétiques qui se rencontrent, en fait, tu vois. Et c'est ça, souvent, que les gens viennent chercher. Ils ne sont pas très au clair là-dessus. Mais c'est pour ça que je précise que souvent, il y a ce truc-là. Derrière, simplement, le côté orgasme, avoir du plaisir, ça va au-delà de ça. Et comme tout est énergie dans le monde matériel, souvent, on vient chercher ça derrière la connexion. Et la connexion d'être à être aussi. Ça, c'est sur le plan plus communion. Ceux qui cherchent la communion, c'est-à-dire sexe, cœur et plus haut, c'est-à-dire la partie sexualité sacrée, c'est-à-dire rejoindre d'âme à âme son partenaire. Se compléter, en fait. On va chercher l'union, c'est-à-dire la complétude à travers un autre que moi. C'est pour ça que mais là, je ne vais pas débattre sur la difficulté d'être complet seul, parce que, voilà. Mais quand vous trouvez un partenaire avec qui vous pouvez vous compléter, dans des espaces fusionnels, sexuels, profitez-en, magnifique, parce que c'est souvent ça que les gens viennent chercher dans la relation de couple. Donc, on va trouver des couples qui sont cimentés par, justement, la sexualité. Éros, passion sexuelle. C'est chouette, c'est l'orientation intensité, l'orientation plaisir. Donc eux, ils se font plaisir, et ils aiment se faire plaisir, et c'est leur truc. C'est la corporalité, l'intensité et le plaisir. Et souvent, ils règlent, vous le savez d'ailleurs, vous l'avez peut-être vécu, si vous êtes cimenté sur la sexualité, quand il y a des conflits, ça se règle au lit. Mais ces couples-là, d'ailleurs, ils ont souvent affaire à des conflits, parce que c'est souvent en dessous de la ceinture, ouais. Et c'est souvent passionnel. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'ils communiquent bien, ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment vraiment. C'est une forme d'amour, l'amour éros. C'est, je vous rappelle, chez les Grecs, l'amour le plus bas, du bas étage. Avec beaucoup de possessivité, forcément, puisqu'ils aiment se compléter à travers l'autre. Donc ça va donner naissance à la possessivité, l'appropriation de tout. Je veux t'absorber, je veux te faire mien. Donc jalousie, insécurité, contrôle, voilà, tous ces trucs-là, ils vont avoir affaire à ça, les couples qui sont cimentés sur la sexualité. En même temps, c'est des couples qui peuvent durer longtemps, parce que quand il y a des conflits, le fait d'avoir une sexualité épanouie, hop, ça passe, ça lisse. Pourquoi ? Parce que la sexualité épanouie permet d'ouvrir son cœur. C'est bien fait. Voilà, donc ça c'est pour les couples qui sont cimentés sur la sexualité. Mais j'en ai des fois en clientèle. Ils peuvent perdurer. Il y en a qui sont vraiment. Mais on va dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour faire naître vraiment l'amour au plus haut étage, quoi. Ça risque d'être un peu chaotique dans la relation, quoi, s'il n'y a que ça. Des fois, ça ne suffit pas du tout. Mais ça fait partie du bon qu'on peut trouver, à condition, comme on le disait, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus demandeur que l'autre, parce que sinon, ça donne naissance à des frustrations. Et donc, ça fait des blocages au sein du couple. Qu'est-ce qu'on va trouver encore ? Les avantages d'être en relation. Donc, on a dit tendresse, sensualité, sexualité. Quoi d'autre ? Partage. Complicité. Complicité, ouais, oui, passez le micro. Ouais. Alors voilà, qu'est-ce que ça dit ? Complicité, oui, les gens cherchent à compliciter. Alors le soutien. Donc ça fait partie aussi beaucoup des attentes et des bienfaits qu'on peut trouver au sein de la relation. C'est écrit sur le contrat du mariage, tu vas me soutenir, je vais me soutenir, nous allons nous soutenir, voilà. Tu vas me sauver la vie, je vais te sauver la vie. Donc ça fait partie des attentes au sein de la relation, le soutien, les petites attentions, tu bricoles pour moi je t'aide là-dessus, tu m'aides là-dessus, voilà. De nouveau, ça peut être très, très chouette d'avoir quelqu'un qui nous soutient. Attention au sauveur, attention de ne pas demander à l'autre d'être notre sauveur. Mais c'est le bémol. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des couples qui sont scindés sur le soutien.
On les voit finir vieux d'ailleurs, hein, ensemble. Et quand il y en a un qui meurt, l'autre il meurt avec. C'est ça. Parce que ils se tiennent sur cet axe symbiotique qui est on va s'entraider l'un l'autre. On va se soutenir l'un l'autre. Avant toute chose. C'est le ciment, tu vois. Le ciment, ça peut être le soutien. On a décidé de se soutenir et ce jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc c'est une forme d'amour, hein, mais c'est joli en même temps. C'est très basé sur la sécurité. Parce que derrière le soutien, il y a le besoin de se sécuriser à travers un autre. Il faut regarder ça. Donc, un des points centraux que je pointe souvent, c'est un des bienfaits du couple, c'est le soutien, mais derrière, je vais me sécuriser grâce à un autre que moi, mon partenaire, toujours le même, qui, en me soutenant, me sécurise. En me rendant service, en étant là quand j'ai des difficultés, en échangeant avec moi quand je suis malade ou en me donnant des conseils quand je suis en difficulté. Voilà. Toute cette partie soutien va me sécuriser. Bon, mais là, je ne vais pas partir et basculer dans la problématique de chercher de la sécurité au sein de la relation. Ça a du bon. Profitez-en quand c'est là. Le bémol, c'est quand on est persuadé que l'autre est là pour nous sécuriser, nous soutenir. Si par malheur, d'un coup, il ne le fait pas à la hauteur de votre attente, vous êtes déçu et il y a une désillusion parce que il ne devrait pas faire, enfin, il ne devrait pas. Voilà, il ne devrait pas. Il devrait être soutenant, il ne devrait pas ne pas être soutenant. Donc, tu peux être déçu à l'endroit où il y a l'attente. C'est le seul risque. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est vraiment soutenant, chouette, profitez-en. Je mets le deuxième bémol, bon, parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Parce que je suis très contente que vous trouviez de la sécurité au sein d'un couple, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la stabilité. Ça augmente la stabilité du système nerveux. Donc profitez-en quand vous avez affaire à un couple qui vous stabilise. Vous avez l'impression que vous êtes en paix, hein, d'accord, que vous avez réglé des problèmes par rapport à avant, où c'était en galère. Très bien, ça vous stabilise. C'est pas une fin en soi, parce que ça règle pas le problème. Le danger, c'est de faire peser sur l'autre ma sécurité. Donc super, profitez-en, ça stabilise. Je le dis, je le redis, parce que c'est chouette. Mais si pour un jour ou l'autre, il n'est plus là, il meurt, il disparaît, il part avec une autre, n'importe quoi, tout imaginer. À ce moment-là, vous allez vous retrouver avec, tiens, il était mon sauveur, elle était ma sauveuse, et comment je fais maintenant? Je ne sais plus bricoler toute seule. Je dis souvent à des femmes, moi je leur dis, mais attendez, vous allez vous retrouver, ça fait 25 ans que vous êtes avec lui, vous allez vous retrouver toute seule. Oh, bah, comment je vais faire pour bricoler si j'ai un problème dans la maison? T'appelles Darty, hein. Je sais pas, moi, c'est des trucs concrets. Mais c'est comme si, mais c'est vrai, mais c'est des trucs concrets, c'est comme si elles oublient qu'elles savent faire, en fait, que c'est pas si compliqué, l'autonomie, tu vois, ben non, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que tu n'y es pas confronté depuis 30 ans parce que tu as un mec, il est là tout le temps chez toi, on doit te dire, bah, moi, je m'en occupe. Et voilà, donc les choses peuvent être pas si compliquées que ça. C'est juste que quand je suis sûre que je ne sais pas faire, je ne me fais plus confiance dans mes compétences parce que je me fais soutenir par l'autre, et du coup, je ne sais plus que je sais faire, en fait. D'où l'intérêt de continuer, même si vous êtes en sécurité dans le couple et que vous en profitez si vous soutient, qui vous sécurise, de continuer cette démarche d'autonomie. C'est-à-dire qu'au cas où j'ai un problème de fuite d'eau, je sais appeler le plombier, bon, il est là, tant mieux, mais il n'est pas là, tout va bien. Je maîtrise la situation. Voilà. Sinon, ça ne va pas le faire, parce que sur la question du soutien, vous êtes la seule personne qui puissiez vous soutenir vous-même et vous protéger vous-même. Pareil, pour la protection, tu as dit le soutien, on va chercher de la protection, souvent, soutien-protection, c'est assez proche, hein. On va chercher à se faire protéger de l'autre. Donc ça, c'est des thèmes de sécurité. Et donc sur ce thème de protection et de sécurité et de soutien, attention au manque d'autonomie. Et la seule personne qui peut vraiment être la mieux placée pour vous soutenir, c'est vous-même, et la mieux placée pour vous protéger, c'est vous-même. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a que vous qui vous connaissez aussi bien, qui puissiez évaluer en fonction de votre ressenti de quoi vous avez besoin
pour vous protéger et de prendre les mesures nécessaires pour vous protéger pour votre vie. Votre compagnon, votre compagne, il peut vous voir fonctionner, mais il ne sera jamais vous, vous ne serez jamais lui, et il ne sera jamais aussi bien que vous sentir, évaluer et prendre les mesures nécessaires par rapport à votre vie pour vous protéger. Voilà, donc c'est important de l'entendre, parce que bien souvent, à force de confier à l'autre nos demandes de soutien, puis que l'autre fait volontiers quand il nous aime, hein, quand on nous soutient parce que voilà, on nous aime bien, donc on dit bon ben voilà, je vais faire un truc pour toi. En plus, il se sent indispensable, il a l'impression de jouer au sauveur, tout va bien, tout le monde est content. Sauf qu'à un endroit, voilà, il peut y avoir une perte d'autonomie et un manque de confiance en soi. Je ne suis plus capable de me faire confiance et que j'oublie que la seule personne qui peut être en soutien, prendre des appuis, c'est moi, et la seule personne qui peut me protéger pour ma vie, c'est moi-même. Mais ça ne veut pas dire de ne pas, faire confiance en l'autre quand il est là pour nous soutenir, pour nous protéger. Voilà. Vous êtes d'accord ? C'est une solution de facilité aussi, de confier à l'autre. C'est ce que je viens de dire. C'est une solution de facilité parce que justement, il est là devant toi, tu n'as pas d'effort à faire. C'est plus facile, plus rapide de dire bon, j'ai un problème de fuite d'eau, comment on fait? Ah, bah, je vais te le régler, ma chérie. J'ai un problème de budget, tiens, j'appelle la banque. Plutôt que toi d'aller retrousser tes manches et faire le nécessaire. C'est sûr. Et en plus, autre chose, pas seulement la facilité, mais quand on aime quelqu'un, on a envie de l'aider. Mais l'aider, c'est souvent sauver. Donc on a envie de venir en aide en disant ah non, mais tu sais pas le faire, je vais le faire. Ah, la machine à laver, je vais le faire. Je sais le faire. Moi je vais te conseiller parce que tu as un problème au boulot, moi je vais te dire comment il faut faire. On a envie d'aider notre prochain, donc on la ramène en fait. Sauf que plus on fait ça, plus l'autre qui a peut-être une faible estime de lui, tu vois, solution de facilité certes, mais il commence à pas se faire confiance. Il se dit ouais, lui il sait, il a des bonnes idées, moi j'ai pas des bonnes idées, ça a l'air bien ce qu'il dit, lui il a des réponses à tout et pas moi. Donc c'est comme ça qu'on se fait pas confiance en fait. Et donc ça devient une solution de facilité qui devient plutôt un problème. Il faut faire attention à ça. Mais en même temps, ça peut être agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui est là en fait pour nous. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais la connexion, c'est souvent ce qui nous met en solidarité. C'est-à-dire, voilà, il y a un autre être humain en face de moi qui est là pour moi, quoi, qui est là pour me tenir la main. C'est presque un essentiel, ça. Alors, je ne dis pas, j'enlève ce postulat de base, on est là pour être aimé. C'est un peu neuneux, ce truc-là, puis je l'ai déconstruit parce qu'il crée de la souffrance. Mais néanmoins, je vais pouvoir dire l'inverse maintenant. Ça me fait toujours plaisir de dire l'inverse. C'est vrai que quand même, c'est quand même super chouette d'avoir quelqu'un en cas de difficulté qui est là pour nous et qui nous tient la main. Et pour illustrer ça, dans les cas de gens qui sont très traumatisés, qui ont subi des trucs mais vraiment très traumatiques, que ce soit des trucs de guerre, des tsunamis, des catastrophes, des machins, etc., ce qui les a surtout aidés, c'est le lien, c'est la ressource du lien. C'est-à-dire qu'après, les groupes de parole, le fait d'être authentique, d'avoir quelqu'un qui te soutient moralement, qui t'écoute, voilà. Avant de mourir, quelqu'un qui est là dans ta chambre et qui te tient la main, pas de façon angoissée, mais juste quelqu'un qui t'accompagne pour le passage, c'est juste incroyable, la présence d'un être qui est capable de t'accompagner et qui est là pour toi dans un lien d'âme à âme. C'est juste quelque chose qui fait énormément de bien. Donc c'est pour ça que je suis contente aussi de dire ô combien la connexion et la présence de quelqu'un peut être vraiment quelque chose de magnifique et de très, je l'ai dit, très soutenant et très, très chaleureux et très bon pour nous. C'est une des ressources de l'être humain, la ressource humaine. Donc ça, j'insiste, parce que ça peut être aussi pile et face, ça peut être très souffrant de croire que c'est garanti. Non, il n'y a aucune garantie du lien, même si vous êtes marié, il peut toujours partir. Mais néanmoins, quand il y a une vraie présence et un vrai amour, voilà, c'est magnifique. Parce que, en vérité, on est quand même là pour tendre vers l'amour inconditionnel. Je dis tendre, ça veut dire pour faire vivre l'amour inconditionnel, pour tendre vers. Tendre, c'est une intention. Évidemment, on est des êtres de désir
infini, avec des corps finis, un mental fini, et on est dans un monde fini, la réalité est finie et limitée. Mais on a un désir infini d'aimer à l'infini, d'aimer de manière inconditionnelle. Et c'est ça qui nous inspire en fait. C'est pour ça qu'on veut faire des couples. Et après on se prend les pieds dedans pour toutes les raisons que j'ai déjà citées maintes et maintes fois. Mais il y a cet élan du cœur d'aimer en fait, mais d'aimer avec un grand A, d'aimer de manière inconditionnelle, d'aimer d'âme à âme, d'aimer dans la solidarité aussi, dans le soutien, dans quelque chose qui nous élève en fait, qui nous inspire et qui nous élève, pas juste un amour de coccinelle, tu vois, un peu juste, bon, sexuel, consommation. C'est pour ça que les gens ne trouvent pas leur compte. Dans les amours un peu conso qu'on voit sur les sites de rencontres, souvent, etc., parce qu'on aspire à quelque chose de plus grand, en fait. Et ça, c'est normal. Donc oui, il y a une demande de notre être spirituel d'aimer et d'être aimé, en tout cas d'aimer nos prochains. Après, on est plus ou moins en capacité de le faire selon nos traumatismes transgénérationnels, selon notre parcours à nous, selon peut-être notre karma et tout ce qui nous descend dessus. Donc on n'a peut-être pas les compétences avec les blessures et tout, mais néanmoins il y a un élan. Il y a un élan qui, pour la plupart d'entre nous, sauf ceux qui sont complètement abîmés dès le départ, il y a un élan de trouver à être en relation de manière saine et de faire vivre l'amour en fait. Il y a vraiment un élan chez nous, les êtres humains. Pas que pour survivre, parce que plus on est solidaire et plus on se soutient. Parce qu'il y en a qui disent, tu vois, sur la question de soutien, souvent on entend le couple, à deux on fait face à l'adversité. Bon, tu vois, c'est un peu l'adversité du dehors, et à deux, dans le confinement, on l'a vu, les gens ils étaient là, on se colle ensemble, on se confine, dehors c'est dangereux, mais nous on est collés, tout va bien. Bon, il y a eu des histoires comme ça. Et en même temps, là, c'est pas forcément s'aimer, c'est basé sur la peur. Vous le savez, je le redis, mais tout le monde le dit, l'amour, c'est l'inverse de la peur. Donc la sécurité, c'est la peur. C'est oui. Si je me mets avec quelqu'un par peur, parce que j'ai besoin de me sécuriser, ou parce que je ne sais pas faire seule, ou parce que j'ai peur d'être seule, c'est mieux quand il y a quelqu'un qui m'attend chez moi parce que je n'ai pas envie de faire face à ma peur, d'être seule. Là, vous allez manquer de compétence d'aimer. C'est pas de l'amour, ça. C'est un amour de polichinelle. Mais pourquoi pas? Je veux dire, je suis pas contre ça. C'est juste qu'il y a des moments où vous pouvez prendre des retours de flamme, en fait. Voilà. Mais je suis pas en train de jeter la pierre sur ceux qui peuvent pas faire autrement, parce qu'on n'est pas tous égaux et c'est un chemin de pouvoir faire grandir l'amour et d'augmenter nos compétences à aimer. En tendant vers l'inconditionnel. C'est pas du tout gagné, puisqu'on est des êtres limités. Et on a tout ce paquet cadeau là, qui nous tombe dessus, plus notre parcours. Donc, c'est pas du tout gagné. Donc, je ne jette pas la pierre sur les couples qui sont ensemble et qui trouvent du bon à se sécuriser l'un l'autre et à se soutenir l'un l'autre, parce qu'il y a des couples comme ça qui fonctionnent sur le soutien et la sécurité. Et ils font des bonnes colocs, en fait. Enfin, ils font de la coloc, mais ils sont un partenariat, quoi. Petite équipe. C'est sympa. Et ça leur fait du bien. Tant mieux pour eux. C'est un peu risqué, voilà. C'est un peu risqué si l'autre part pour une raison ou pour une autre, où va être la sécurité? La peur n'est pas délogée en fait, elle est toujours latente. Donc il ne faut pas grand-chose pour que la peur revienne. Comme ça. Parce que régler l'insécurité par le couple, ça stabilise, mais c'est artificiel. Donc la peur est toujours en dessous, elle n'a pas été travaillée. La peur de manquer d'amour, la peur de manquer, parce que c'est ça, c'est la peur de manquer d'affection, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de sexe, la peur de manquer de vivance, la peur de manquer, c'est la peur de manquer qui est derrière, la peur d'être seul. D'accord, manquer d'argent, la peur pour certaines personnes qui ont peur de manquer d'argent et qui se mettent en couple. Donc ce sont des peurs, mais la peur c'est l'inverse de l'amour. Donc ça va être l'amour de soi qu'il va falloir regarder avant toute chose. Alors là on a parlé du soutien. Est-ce que vous avez d'autres idées sur lesquelles les gens ont des avantages? Pourquoi on a des avantages de se mettre en couple, en relation? Le partage des tâches, Le partage des tâches. C'est une illusion.
Ah bah non, c'est concret. C'est pas une illusion, le partage des tâches, tout à fait. Non, 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 c'est concret, c'est la logistique, si tu veux. Alors, qui fait quoi non, non, c'est une aide. Effectivement, tu parlais de soutien. C'est vrai que si tu as quelqu'un qui t'aide à faire le ménage, à faire les courses, à faire tout ça, bah, ça t'allège, en fait. Ou pas. Ou au contraire, s'il ne fait pas, alors que vous êtes à 2 ou à 3 ou à 4 en famille, et puis d'un coup, il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait rien, bon, ça allège ou ça allège pas. Mais idéalement, c'est fait pour alléger. C'est fait pour alléger les impôts, c'est fait pour alléger plein de trucs. Voilà. C'est aussi certainement des fois pour ça que les gens ils se paxent ou ils se marient, parce que c'est censé alléger, si tu veux, pas censé alourdir. Bon, et vous voyez que ça ne fait pas toujours l'effet attendu, mais c'est l'idée. Oui, effectivement. Ça peut être chouette de trouver un partage des tâches quand ça se fait de manière fluide et simple. Tu vois, parce qu'il y a des couples, vous avez remarqué, qui sont harmonieux, qui sont fluides, et chacun a la même vision des choses, donc on partage les tâches sans forcément en parler pendant des heures. Voilà. Et puis tu as des personnes qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Il y en a qui sont bordéliques, donc qui sont maniaques, je te donne un exemple. Et donc voilà, il y en a qui font à manger au dernier moment, d'autres qui font à manger le matin tôt, comme moi par exemple. Donc des fois, c'est pas fluide parce qu'on ne fonctionne pas du même. Donc du coup, le partage des tâches, ben, ça va être des lieux de frustration, d'irritation. Mais enfin comment, t'as pas fait la vaisselle comme moi, mais enfin comment, c'est l'heure de descendre les poubelles, enfin bon, ouais, Mais quand ça se fait de manière fluide, parce qu'on a à peu près la même vision du monde, la même cadre de référence, tant mieux, c'est cool, profitez-en. Hein. Ça peut être un des avantages aussi, le partage des tâches. Après, quand on est tout seul, on a moins de tâches de ménage, de courses et de machin, hein, que quand on est à 2, ou quand on est en famille. En plus on est nombreux et plus il y a du boulot. Quoi. Mais bon, ça peut être aussi, parce que ceux qui vivent à 2, il y a des personnes qui s'abandonnent, c'est-à-dire, moi je vois souvent ça, hein, des gens qui sont célibataires et qui n'osent pas et qui ne se célèbrent pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas bien manger, voilà, ils mangent un peu sur le pouce. Alors que quand ils sont à 2, ça y est, d'un coup, tout est sérieux, voilà, ça y est, on s'honore, on se célèbre, on a plaisir à partager avec l'autre. Pourquoi pas? Ça fait partie des avantages du couple. Mais ce n'est pas une raison que si l'autre part en déplacement ou que vous êtes seul, que vous vous oubliez. Hein. Donc je rappelle que petit 1, l'amour de soi, qu'on soit célibataire ou en couple. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se trouver extrêmement seules au sein même de la relation et de s'oublier, tellement elles sont habituées à trouver le confort au sein de la relation. C'est-à-dire, je suis en couple, donc c'est normal que je fasse à manger quand on est à 2 et ça me fait plaisir de te préparer un repas, etc. Mais dès que je suis toute seule, ça y est, je ne mérite pas. Bah non, je mérite tout autant. Tout autant de me mettre des fleurs, sur ma table, que je sois seule ou pas seule, quoi. Ça, c'est vachement important de comprendre ça. Parfois, ça anesthésie la relation de couple. Hein. Mais je vais pointer donc l'avantage, l'inconvénient, ça peut anesthésier, et l'avantage, je reste sur les avantages. L'avantage, c'est justement avoir des temps de repas où on peut discuter, on peut préparer un bon petit repas, comme au resto, on peut aller au resto, enfin, tous ces moments qui sont chouettes et savoureux, en fait. Voilà, où on peut échanger. Alors, l'échange, vous n'avez pas parlé d'échange. L'échange verbal. Il y a l'échange contact tactile, mais il y a l'échange verbal. Et oui, donc il y a des personnes qui aiment bien parler et se faire écouter, comme moi par exemple. Et il y en a d'autres qui aiment bien écouter et moins parler. Vous avez de tout pour faire un monde. Hein. Donc de nouveau, après quoi vous courez dans la relation? Est-ce que c'est un moyen de vous faire écouter, comprendre? Voilà. Est-ce que ça nourrit ces besoins-là? Est-ce que, voilà, ou pas? Cherchez. Qu'est-ce que vous aimez trouver au sein de la relation? Ou est-ce que vous êtes deux taiseux? Ou est-ce qu'il y en a un qui est plus... Souvent, il y en a un qui est plus bavard que l'autre. Un extraverti, un introverti dans les couples. Mais bon, ceci dit, vous pouvez être deux extravertis, donc là, il va falloir qui c'est qui parle voilà. Voilà, donc c'est aussi l'échange verbal, c'est aussi le soir, je rentre de mon boulot, je l'ai dit, mais je raconte ma vie, et donc c'est un peu déversoir.
c'est défouloir. Hein. Je décharge tout le stress que j'ai accumulé. Et donc, tu es là et tu prends. Et des fois, c'est vrai qu'il y en a qui me disent « Ah, mais ça me saoule. Je ne suis pas là pour faire la poubelle. » de tout ce que mon conjoint a écouté, a vécu dans son boulot. C'est un peu délicat de dire silence radio, parce que moi j'ai ma journée aussi avec les enfants ou j'ai ma journée aussi au boulot. Mais à vous de réguler ces trucs-là. Mais c'est vrai que très souvent la relation permet de vider son sac au niveau de l'échange verbal. Je te raconte tout et blabli et blabla. Et parfois ça peut être même un peu bruyant. Voilà, je vais rester sur les avantages. Vous voyez, je glisse quand même. Hein. Je sur les avantages. Parce que je vois, parce que j'ai la tendance à voir avantages, inconvénients. Je vois toujours les deux, moi. Pile et face. Ça vous fait marrer. Vous me dites si vous voyez d'autres avantages, parce que moi, je ne suis pas toute seule. Ouais, vas-y. Prends le micro, il est passé où? Il faut filer le micro. J'allais dire la richesse d'être à deux, d'apprendre. Oui, j'allais le dire, je n'étais pas encore à ce point-là, mais c'est un des points dont je voulais parler, c'est s'enrichir à travers l'autre par rapport à la découverte d'un nouveau monde. C'est s'enrichir de la différence. Donc c'est ça, surtout, et continuer de découvrir des nouvelles choses, soit ensemble, mais des nouvelles choses sur l'autre. On ne connaît jamais l'autre, en fait. Donc c'est pas parce que ça fait 4 ans que vous êtes ensemble que vous le connaissez vraiment. Donc découvrir son monde, découvrir son univers, découvrir, c'est vrai, découvrir son fonctionnement, découvrir son univers mental, son univers émotionnel, son univers physique. C'est toujours à découvrir et à redécouvrir comme si c'était la première fois. Je trouve que Passe-lui le micro. Je trouve que ce qu'on découvre beaucoup à travers l'autre, c'est nous-mêmes en fin de compte. Ah, c'est vrai aussi. Ça, c'est sur un autre plan. Là, tu parles à 2 niveaux. Il y a sur le plan de la séparation, sur le plan du relatif. Il y a la verticalité, il y a sur le plan de l'absolu, il n'y a pas de séparation. Donc, redis ce que tu as dit, quand tu étais en train de dire, on se découvre soi. Sur ce plan-là, sur un certain plan, sur le plan de l'unité, comme on n'est pas des êtres séparés, eh bien forcément, la seule personne que tu vas toujours rencontrer, c'est toi. À travers toutes les expériences que tu fais, relationnelles, les expériences professionnelles, toutes les expériences avec les animaux, avec les arbres, avec tout ce que tu veux, la seule personne que tu vas rencontrer, c'est toi. C'est que ton expérience que tu vas vivre. Parce que dans la conscience va émerger des sensations, des pensées, des émotions, etc. Il n'y a que toi qui vas être concerné. Après, tu dis oui, mais je vois quelqu'un d'autre. Ça, c'est sur le plan du relatif, tu vois quelqu'un qui est séparé de toi. Mais sur un plan d'unité, non, il n'y a que toi qui est concerné. Donc c'est vrai qu'à travers toutes les expériences amoureuses que tu vas faire, il n'y a que toi qui va être concerné et vivre une expérience. Ça, c'est juste normal. C'est pour ça que tu dis ça. Mais sur un autre plan, elle n'a pas tort non plus. Sur le plan du relatif, il y a toi et moi, tu vois. Et dans ce toi et moi, mon moi et toi, ton toi, séparés, alors on va faire une expérience de connexion, hein, et on va être différents et on va s'enrichir, si possible, à travers nos différences. Tu vois, donc ça dépend de quel plan tu parles. C'est pour ça que je précise. Donc c'est juste aussi, mais ça ne parle pas du même endroit. Voilà, donc c'est intéressant aussi, hein, mais c'est tout à fait juste aussi. Donc s'enrichir, et ça c'est passionnant. Et je pense qu'on est là pour l'interdépendance, si possible. Et l'interdépendance, c'est découvrir ton univers et enrichir le mien avec ton univers et ta différence. Et pas vouloir te rallier à mon univers. Faire que tes goûts deviennent les miennes, que tu fasses ce que moi j'aime, que tu penses comme moi, que tu aies les mêmes opinions, que voilà, parce que ça c'est de la domination, c'est de la tyrannie, de la dictature. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est du contrôle, hein. Je veux que toi, tu sois du même que moi. Donc place à la différence et à s'enrichir, et c'est tout le travail de l'interdépendance, et c'est toute la difficulté du couple, mais ça présente aussi des avantages, parce que le couple, dans des périodes d'acceptation de la différence, ça fait travailler sur soi. Ça, c'est un des autres avantages. Alors, le couple est là pour nous faire évoluer, nous faire grandir, parce que si tu as quelqu'un qui te contrôle et qui veut toujours
que tu penses comme lui, ou souvent, ou que tu fasses ce qu'il aime. Donc que tu le fasses passer avant toi parce qu'il est plus capricieux que toi et qu'il dit mais si, fais-moi plaisir et fais-moi si et fais-moi plaisir et viens avec moi, ça me ferait tellement du bien et si on allait dans ce voyage, même si et fais ça avec moi et fais ça avec moi, donc, et que vous n'avez pas forcément envie, donc vous vous adaptez. On a beaucoup parlé de la suradaptation. Et donc à ce titre-là, il y a besoin de rester sur son axe en fait, d'être aligné sur son axe. Mais s'enrichir de la différence, c'est pas pencher, c'est pas se soumettre à l'autre, c'est pas être contrôlé par un autre. Hein, c'est rester deux personnes alignées sur leur axe, hein, comme des piliers, et s'enrichir de cette différence. Donc d'avoir des moments communs, des partages en commun, mais surtout pas tout. Aucun intérêt d'avoir tout en commun. Mais c'est des couples qui sont en écoute, qui sont en partage. Ce sont des couples qui partagent. Qui sont à l'écoute d'eux-mêmes et de son compagnon. Oui, voilà, c'est ça. C'est d'abord je m'écoute et je me fais plaisir. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que j'ai envie de partager en commun avec toi pour découvrir ton monde qui peut être aussi intéressant. Mais si tes goûts ne me correspondent pas tant que ça, je ne vais pas faire tout avec toi. Ça n'a aucun intérêt de faire tout avec l'autre parce qu'on se perd, hein, tout simplement. Et donc, on manque d'amour pour soi-même. Et donc, du coup, on s'éteint. Donc, ça n'a aucun intérêt. De nouveau, on ne fait pas vivre l'amour parce qu'on s'éteint. Et donc, le but de la relation de couple, ce n'est pas de s'éteindre, c'est de faire du plus et pas de faire du moins. Enfin, qu'il y en ait un qui soit là en mode « yes, I can do it, je fais tout ce que je veux », l'autre me suit comme un toutou, et l'autre qui s'éteint là-dedans. Ça n'a strictement aucun intérêt, tout en croyant qu'il ne s'éteint pas, évidemment, parce que c'est lui qui s'éteint, il a l'impression qu'il s'éclate et que l'autre est extraordinaire et que tout est extraordinaire. Évidemment, c'est faux, puisqu'il s'éteint à petite dose et il somatise en général. Puis il est en souffrance. Donc s'il est en souffrance, c'est qu'il s'éteint, c'est que ça ne va pas bien. D'accord ? Donc vous sentez de toute façon quand ça va ou pas, quand le couple présente des avantages, parce que vous avez plus d'énergie. Mais ce n'est pas juste pendant que vous faites l'amour ou juste parce que vous avez partagé un bon moment, vous avez plus d'énergie en général dans votre vie. Ce n'est pas juste des petits moments. D'accord ? Donc là, ça veut dire que vous savez vous aimer et vous enrichir de la relation d'autres. Mais ça fait bouger la relation, hein, parce que ça fait travailler sur les blessures, ça fait travailler sur l'autonomie, donc ça fait travailler sur l'amour de soi avant toute chose, de s'écouter. Donc ça fait travailler. Hein. Il y en a qui ne sont pas du tout là-dedans et qui n'ont aucune envie de mettre de la conscience ou de travailler sur eux. Et là, je vais mettre aussi un bémol, c'est que le couple n'est pas fait que pour travailler sur soi. Pas non plus ça. Parce que si c'est pour se pourrir la vie, tout ça pour travailler sur soi, laissez tomber. Repartez dans un truc beaucoup plus plan-plan, sécure. Il y a des périodes dans la vie où c'est pas mal de faire des plans-plan-plan. Des plans sécures, en fait, des plans stabilisants. Même si ça ne règle pas tout, ce n'est pas grave. Parce que peut-être que c'est une période où vous avez besoin d'un truc tranquille. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Voilà. Mais c'est important de le savoir, parce que sinon, on pourrait dire « Ah oui, mais la relation d'amour, pour faire vivre l'amour, il faut travailler sur soi. » Et à un moment donné, si les différences sont trop grandes et que vous n'arrivez pas et que ça vous pourrit la vie, arrêtez. Hein. On n'est pas là pour... on est quand même là pour récupérer. La relation, c'est quand même pour augmenter l'énergie, pour augmenter la joie et la vitalité. C'est pas pour s'éteindre ou pour se pourrir la vie ou se massacrer, se maltraiter. Hein. Tout ça pour travailler sur soi. Alors là, non, il faut arrêter aussi. Donc c'est toujours les excès qui nuisent, hein, évidemment. Je le dis aussi. Mais ça peut être des lieux, quand vous êtes en forme, voilà, ça peut être des lieux d'enrichissement de soi, quoi. De pointer des choses qui ne vont pas. Alors, le soutien, qu'est-ce qu'on a dit encore ? Ah oui, le rôle parental, on n'en a pas parlé, mais la fonction parentale, la fonction père-mère. Donc, il y a des couples qui sont cimentés sur la parentalité, en fait. Ils font famille. C'est leur rêve. Ah, mais c'est vrai. Ils ont des vocations de mère-poule et de père-poule. Et c'est très bien comme ça. Et ils font des très bons parents et des très belles familles. Et c'est leur truc. Et magnifique. Donc, de nouveau, hein, si c'est le cas, profitez-en, parce que ça peut être extrêmement chaleureux, ces liens familiaux, ces liens avec les enfants, quand ça se passe bien, évidemment. Après, l'inverse, c'est l'attachement. Hein. Tous les attachements font souffrir. Si je suis attachée à la famille et que les enfants commencent à grandir et à partir du nid, alors je peux être dans un vide énorme quand la famille que j'ai construite disparaît
ou s'étiole. Voilà. Mais tant qu'elle est là, profitez-en, toujours pareil. Hein. En fait, tout est bon, tout a du bon. Hein. Les liens familiaux, ça peut être vraiment très chaleureux, très solidaire, très soutenant, très très chouette. Hein. Le seul truc, c'est et si, à un moment donné, ça s'arrête. C'est l'impermanence qui est problématique. C'est pas le fait de vivre en liens familiaux chaleureux. Hein. Et puis les enfants quittent le nid. C'est ce que je viens de dire. Et si les enfants quittent le nid, ce qui va quand même tôt ou tard arriver, à moins que ils jouent Tanguy chez toi, mais sinon, à un moment donné, ils vont finir par partir, et que tu n'as pas questionné cette affaire de je me réchauffe à travers la famille que j'ai construite, probablement parce qu'il y avait, soit j'avais une famille aussi très chaleureuse comme ça, très grande, et que la famille c'est important pour moi, donc j'ai fait pareil, soit parce que j'ai manqué de famille, et donc j'ai construit la famille dont j'ai manqué. Mais c'est un attachement. Et tous les attachements font souffrir, tôt ou tard. Donc c'est toujours l'envers du décor, mais en même temps, si vous avez su créer et bâtir une famille qui est chouette, avec des super liens et tout, bah, c'est magnifique, hein, profitez, parce que ça peut être hyper sympa, les liens familiaux. Mais ça peut être très confrontant, mais ça peut être très sympa. Là, c'est Noël, là, vous allez donc avoir affaire aux fêtes de Noël, tout ça. Ça peut être très sympa. Hein. Ça peut être très conflictuel, mais ça peut être très sympa aussi. Là, je présente les bons côtés, hein, mais c'est vrai que ça... Moi, personnellement, j'ai une super famille, donc j'adore les moments qu'on peut passer quand on est ensemble, parce qu'on rigole beaucoup, il y a de la permission, il y a de la légèreté, voilà quoi. Il n'y a pas de chantage affectif, donc c'est super cool, c'est très nourrissant. Et ce n'est pas le cas de toutes les familles, mais si c'est le cas, bah, profitez-en, c'est une sacrée ressource, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut trouver comme bienfait dans la relation ? Ah, le côté narcissique aussi. Je suis valorisée, je me sens exister, je me sens belle, beau. Il me fait des compliments, elle me fait des compliments sur qui je suis, sur ma valeur, sur mon physique, sur mes belles pensées, voilà. Et puis peut-être te parler de soutien, le soutien pour... comme moi, ça a été beaucoup mon cas. Hein, dans les relations de couple, j'ai beaucoup été coachée par les hommes dans le sens ils étaient là pour me dire mais si tu peux le faire, vas-y, mets-toi en scène, vas-y, fais ça, monte ton entreprise, vas-y. C'est un côté comme ça, allez, je te mets l'engrais pour que tu puisses y aller. C'est assez narcissique hein, parce que souvent, beaucoup de personnes ont des manques de confiance en elles. Et donc ça peut aider à un moment donné à dire ah ouais, mais, tiens, au fait, il a l'air de dire que je peux le faire, alors je vais le faire. Enfin, ça ne suffit pas, hein, un encouragement, mais ça peut être des fois des petits mots comme ça, des petits mots d'encouragement, d'attention, et hop, vas-y, fais-le, et hop, tu t'envoles, parce que ton partenaire le plus proche, ton conjoint te dit, ah bah ouais, qui te connaît bien, il dit, mais si, vas-y, allez, lance-toi, vas-y, fais un truc, ça pourrait être sympa, explore ça, ou découvre ça, ou va faire un séminaire là-dessus. Donc voilà, donc ça peut être aussi une bonne chose d'avoir un petit côté... soutenant comme ça, soutenant dans le sens de un coach quoi. Et vous avez compris ? Allez, encouragement, allez vas-y. Bon, ça peut être les amis aussi, mais c'est pas mal des fois de trouver ça au sein du couple. Souvent c'est plus facile parce que l'autre il est devant toi, donc c'est celui que tu connais le mieux, il est toujours là pour toi, donc il vous connaît bien, donc voilà. Vous avez d'autres idées sur le... Ça peut être le contraire, même quand on est en couple, ça peut être le contraire. Ça peut être le contraire, c'est-à-dire qu'il te dévalorise, c'est ça ? Oui, ça peut être quelqu'un qui... Oui, mais là, je suis sur les avantages. Voilà. Mais sur les inconvénients, donc, on est d'accord qu'il peut te critiquer et te blesser. Ou ne rien te dire alors que tu attends un compliment. Alors, mieux tout seul dans ces cas-là, effectivement. Oui, ou demander à des copines ou des copains de te dire des choses gentilles, ou dans ton milieu professionnel, ou de te le dire à toi-même. Oui, c'est sûr, c'est un endroit où on peut se blesser narcissiquement, mais c'est un endroit où on peut se rassurer narcissiquement. T'as les deux. Hein. Je pense que le couple, puisqu'on est sur les bienfaits, ça peut faire beaucoup de bien sur le narcissique, puisque justement, les gens viennent se réparer dans la relation. On répare les manquements de l'enfance. Malheureusement, à la fois, c'est un truc positif, parce que c'est vrai que ça marche pas mal, et à la fois, c'est un truc négatif, parce qu'après c'est un confort en fait. Je suis pas conscient que j'attends qu'ils me réparent narcissiquement par exemple, c'est-à-dire qu'ils me disent ô combien je suis belle, intelligente, bonne, machin, bref tout ce que vous voulez.
je ne suis même pas consciente que j'attends ça. Et quand il me le donne, ben, d'un coup, hop, je me remonte, là, d'un coup, paf. Mais s'il ne me le donne pas, paf. Et j'attends, en fait, c'est un puits sans fond. C'est ça le truc narcissique, c'est jamais assez, puisque je ne l'ai pas réglé, le problème. Donc l'autre, il passe par là, il me remonte. Et puis des fois, si j'ai pas confiance en moi, j'y crois pas vraiment. Je me dis, ah mais c'est parce qu'il me connaît bien. Et venant de lui, ou venant d'elle. Donc quand j'ai pas confiance en moi, bon, je me nourris de ce truc de valorisation, mais à la fois c'est fragile parce que je l'ai pas je l'ai pas travaillé en moi. Et donc le partenaire répare, mais il peut pas tout faire, il peut pas tout réparer. Et surtout, c'est fragile, parce que ça n'a pas été bossé, quoi. Voilà. Mais ça peut être pas mal. Parce que j'ai vu des personnes qui, quand même, ont vachement pris leur envol dans des relations de couple, où il y en avait un qui passait son temps à narcissiser, quoi. À dire, mais si, t'es capable, mais si, vas-y, fais-le, mais si, t'as vu, t'es génial, mais si, puis passait tout son temps à narcissiser tout le temps l'autre. Vous voyez qu'il était complètement écroulé. Moi, je l'ai eu fait, hein, y a pas, j'ai vu ça, mais ça l'a aidé. Mais si tu veux, à un endroit, c'est quand même limité, parce que le boulot, ça doit venir de lui. Moi, je peux faire un pas, mais on ne peut pas tout faire pour l'autre. Voilà. On ne peut pas complètement régler les problèmes de l'autre à sa place. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Voilà. Mais ça peut être un tremplin, ça peut être une aide quand même. Donc se réparer, je l'ai dit, mais je le redis, hein, un endroit de réparation des maltraitances de l'enfance, des carences de l'enfance, ça peut être vraiment un vecteur chouette pour ceux qui ont eu des problèmes ou qui ont été abandonnés, qui ont été adoptés, qui ont eu des vies difficiles de départ. Ça peut être un endroit de réparation et je trouve ça très sain qu'on l'utilise pour ça, mais il ne faudrait pas en faire un drapeau, quoi. Il ne faudrait pas que ce soit que ça, parce que c'est trop fragile. Voilà. Vous avez des choses à dire là-dessus ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes bien. Oui, les gens qui disent c'était mon phare, c'était mon phare. Ah oui. Mon Dieu, c'était. Ah oui, donc je répète ce que tu as dit. Il y a des gens qui disent c'était mon phare, c'était mon phare. C'est mon phare. J'aime bien l'expression. C'est ma lumière, c'est ça? Absolument. Ma Le phare, lumière. c'est vital. Ouais. Ça sauve le marin. Ouais. C'est pour ça que ça existe. Donc au contraire, c'est une excellente image. Ouais. Oui. Bon. Mais c'est terrible de dire ça. Bah, c'est terrible parce que tu vois le côté dépendant, en fait. C'est tout à fait. Bon, on va rester sur les avantages, si tu veux bien, parce qu'on est vraiment sur l'intérêt de faire un coup. Mais oui, bon. Oui, on est d'accord. Je vais juste faire un point quand même sur justement les différents types de relations possibles, de connexions possibles. Donc j'ai parlé des relations cimentées par le sexe, vous vous rappelez, Eros, voilà, avec l'intensité, le plaisir. Donc ça peut être sympathique, hein, ça peut être plutôt pas mal, sauf si ça reste passionnel et violent, puisqu'il y a souvent de la violence dans ces couples-là. Les relations cimentées par l'affection, la sécurité, le don de soi, le développement, voilà, ça va développer la personne. On est vraiment sur le développement personnel, hein. Je me développe, j'ai plus confiance en moi, on l'a dit, hein. Je me sens soutenue, il m'encourage, donc ça augmente ma croissance, ma confiance en moi, donc je me sens mieux, je me sens plus stabilisée. Voilà. Donc ça, c'est les couples qui sont cimentés par l'affection et le soutien, ou ceux qui sont cimentés aussi par le côté projet, hein. Il y a des couples un peu battants, là, en mode construire, le couple construire-bâtir, je l'appelle comme ça celui-là. On est ensemble pour construire une famille, on est ensemble pour bâtir, je sais pas, faire des voyages, faire des projets, un projet boulot, un projet voyage, un projet... voilà, c'est le couple construire. Et eux, c'est en mode, on est des battants et on veut faire équipe sur le projet. On est en équipe sur le projet. Voilà, vous voyez, donc ils ont des objectifs. Alors, super, pourquoi pas, hein. Tout est cool, hein, tout va bien. Le jour où il y en a un qui en a marre de faire des projets... ben voilà, c'est toujours un côté un peu fragile. Et si le projet s'arrête, et s'il n'y a plus de projet, s'il n'y a plus d'objectif, parce qu'ils sont tenus par l'objectif dans le futur, en fait, hein. Ils se challengent sur l'objectif dans le futur. Mais un projet d'enfant. Projet d'enfant, projet de parents, projet de construire, projet de voyage, projet... en fait, c'est des gens qui aiment bien projeter.
Donc se lancer des défis aux fesses pour projeter, pour aboutir à un résultat. Évidemment, c'est super, hein, parce qu'ils mettent de l'énergie au service du résultat. Le problème, c'est que si le résultat n'est pas atteint comme ils souhaitent, ou s'il y en a un qui part du projet, c'est-à-dire qui a envie de faire autre chose que ce projet-là, mais ils sont déçus. Puisque dans leur tête, ils avaient inscrit le schéma d'aboutir à ce projet. Tu vois, donc ça, c'est l'envers du décor. Mais le bon, c'est que si les deux sont d'accord sur le projet, sur les sites de rencontre, c'est beaucoup ça. Hein. C'est je veux construire, tu veux construire avec moi, et ben on va construire. Et on y va, bras dessus, bras dessous, tu vois. Bon, parfait, mais ils sont sur le résultat, ils sont sur l'objet. Vous avez vu, ils sont là pour aller là. Voilà. Et si là, pour une raison, en plein milieu, en cours de route, ça capote, ils sont hyper mal, en fait, ils vont être en souffrance, puisque le but, c'était d'arriver là-bas, ensemble. Voilà. Donc ici, on n'est pas dans l'amour, on est dans l'amour du projet, dans l'amour de l'aboutissement du projet. D'ailleurs, c'est amusant quand j'en... Donc, quand j'en parle, parce que c'est pas tout à fait ça ma représentation de l'amour. Hein. C'est un amour... c'est comme, je sais pas, t'es en entreprise, on te dit, voilà, ton cahier des charges, il faut aboutir à ça. Très bien, mais bon... c'est le même truc, en fait. Donc, on va faire des réunions pour aboutir, on va faire un brainstorming. Alors, bon... Mais pourquoi pas? Des fois, ça tient sur ce truc-là. Ça peut être cimenté sur le projet avec la fragilité sur laquelle ça tient. Il y a les relations qui sont aussi des relations de connexion sur les profils de personnalité, c'est-à-dire ce que j'appelle sur les névroses complémentaires. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est ma blessure rencontre ta blessure. À l'endroit où je n'ai pas encore tout travaillé, on chemine dans la vie, hein, donc on arrive avec des grosses, chacun avec ses blessures, et on attire à chaque fois ceux qui répondent en miroir à nos blessures, comme par hasard. Une fois que tu as travaillé dessus, tu ne rencontres plus les mêmes, comme par hasard. J'ai remarqué, mais c'est parce que vous aviez besoin d'aller visiter cette blessure, ce manque d'amour pour vous, sur la trahison, sur l'injustice, sur toutes les 5 blessures, hein, dont j'ai écrit un bouquin. Et donc, il y a besoin de se rencontrer sur ces dynamiques-là. Et des fois, vous restez, il y en a qui restent mais des années, presque toute une vie, affiliés à des névroses complémentaires. En mode soumission-domination, en mode... Enfin, des trucs comme ça, hein, c'est possible. Voilà. Puis un beau jour, il se réveille, ou pas, en disant « Merde, il faut quand même que je sorte de ce truc-là parce que c'est vraiment catastrophique. » Mais il y a quand même toujours du bon là-dedans. Il y a de l'attachement, il y a du bon, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Dans les relations névrotiques, il y a quand même des bonnes choses qu'on y trouve parce qu'il y a plein de bons moments à y croire, à ces formes d'amour. Parce qu'on met de l'énergie, je ne sais pas vous, mais de l'énergie pour croire à l'amour, en fait. On a tellement envie d'aimer, d'être aimé, qu'on met beaucoup d'énergie au service de j'y crois, mais oui, c'est bien, regarde, on passe des bons moments, et on met de l'énergie pour que ça se passe bien aussi, quand vous êtes en relation. Vous n'avez pas remarqué? On peut être très inventif là-dessus. Donc, se raconter beaucoup d'histoires, mettre beaucoup d'énergie au service de la relation pour qu'elle se passe le mieux possible, et inventer plein de trucs, et se raconter plein d'histoires dans notre tête, et tout ça au service de la relation pour qu'elle marche. Donc, voilà, c'est un peu s'oublier ou oublier l'instant, mais peu importe. Ça a du bon quelque part de... c'est vraiment ça. Je pense que ça correspond vraiment à l'envie de faire descendre dans la matière cette histoire d'amour avec un grand A, avec un être, un autre que soi, d'investir autant pour l'histoire de la relation à deux. Voilà. C'est pour ça qu'on met autant d'énergie au service de la relation, et parfois ça fait un peu des effets boomerang, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup d'énergie, parfois beaucoup trop, mais beaucoup d'énergie au service de faire vivre le couple, que ça marche, et on invente plein de trucs, et on ne se laisse pas abattre, et on est persévérant, et on y va, et on y croit, et même parfois se raconter des histoires où comment j'ai passé un moment magnifique avec lui, avec elle, ou comment c'était bien, j'ai tellement partagé, patati patin couffin, alors que c'était peut-être moins bien que ça, mais peu importe, c'est l'histoire qu'on se raconte pour se nourrir, en fait, pour pouvoir se sentir
Aimant, aimer, voilà. Aimer, aimant. Ouais, quelque chose de cet ordre-là, à mon avis. Voilà, et quand ma blessure rencontre la tienne, ben là, ça fait mal. Mais je ne fais pas une conférence là-dessus, j'en ai tellement fait sur les problèmes de blessures qui se rencontrent, et je ne suis pas la seule à en faire, que ça, c'est pour ça que les gens me consultent en général. C'est pas quand tout va bien, je ne les vois pas. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont bien. C'est pas parce que je parle toujours des gens qui vont mal et de la souffrance, parce que l'idée de mon travail, c'est plutôt d'alléger la souffrance, mais il y a quand même plein de couples qui vont bien, il faut le savoir quand même. C'est juste qu'ils ne viennent pas me consulter. Il y a des couples qui marchent bien, qui fonctionnent bien, qui sont harmonieux. Même si tout n'est pas harmonieux, il y a quand même des couples qui fonctionnent bien. C'est quand même, ça existe. C'est important que je le précise quand même, parce que sinon on va croire qu'il n'y a que des gens qui vont pas bien. Mais pas du tout. Il y a plein de gens qui vont très bien, et tant mieux pour eux. Et ils trouvent vraiment le nourrissement de leurs besoins. Donc vous avez vu, là j'ai passé du temps à préciser tous les besoins qui peuvent être nourris. Après je vais faire un point, puis je vais vous laisser peut-être témoigner ou préciser pour vous c'est quoi les avantages de la relation à deux. Il y a les relations de connexion karmique. Des connexions, ça on en parle moins. Et d'ailleurs, j'ai un peu changé d'avis là, parce que je change d'avis tout le temps d'ailleurs. Donc, je dis un truc et son inverse toutes les 5 minutes. Mais dernièrement, je disais, mais oui, c'est complètement débile ces histoires de flammes jumelles. Vous m'avez entendu dire ça il n'y a pas plus longtemps qu'un mois. Et j'ai une copine, j'étais en voiture, je sors d'un séminaire sur la mort, et puis j'étais avec mon ex-compagnon avec qui je suis toujours en relation. Et alors, on était dans le même séminaire. Et puis, elle me dit, mais tu devrais arrêter de dire que c'est débile, parce que quand même, je pense que tu es légèrement concerné par le sujet. Mais non, pas du tout, pas moi, pas du tout, c'est vraiment des conneries ce truc-là. Puis alors, elle commence à me sortir mes regards, hop. Puis après, moi, on a commencé à prendre des bouquins, et on s'est intéressé au sujet. Bon, et ben voilà. Alors après, c'est des hypothèses, évidemment, tout est vrai, tout est faux. Mais quand même, ça questionne, parce qu'il y a quand même pas mal de critères dans ces relations dites karmiques, que vous avez soit les flammes jumelles, soit les âmes sœurs. Je ne sais pas si vous êtes un peu intéressé au sujet, mais c'est très curieux. Parce que c'est des connexions mystiques. Hein. Les âmes sœurs, c'est vraiment des relations intenses qui vont vraiment être presque ce sont des relations où on va dénouer des liens dans des vies passées. Des dettes, par exemple, tu m'as sauvé la vie, je te sauve ta vie. Des relations comme ça, pas forcément de couple d'ailleurs, ça peut être des relations maître-élève. Ça peut être des relations sœurs-frères, etc. C'est bon, karmique. Voilà, karmique. Et ça c'est fait pour dénouer des liens, et ça peut durer toute une vie comme ça. Donc ça, c'est plutôt le côté âme sœur. Et puis il y a les flammes jumelles, alors c'est encore autre chose. Alors ça, c'est la même âme, je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne vais pas faire un développement, il y a plein de trucs là-dessus sur Internet, il y a plein de bouquins là-dessus. C'est pas mon sujet, puisque moi je trouvais que c'était débile il n'y a pas plus d'un mois. Je ne me suis pas lancée sur le sujet, je ne vais pas vous faire des développements hâtifs là-dessus, mais juste je me suis intéressée dernièrement, et je trouvais que c'était intéressant étant concernée. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même ce truc, parce que c'est une âme. Le principe, c'est que c'est une âme, une même âme, comme des jumeaux, qui s'incarnent dans deux êtres opposés, yin et yang. Et c'est une alliance d'âmes mystiques dans deux polarités contraires. Et effectivement, l'histoire, c'est que c'est exclusivement au service du soi, hein, de l'unité, de l'absolu. Donc c'est fait pour... le but du chemin ici, c'est spirituel, c'est pour s'aimer inconditionnellement et aimer l'autre inconditionnellement. Donc là, il y a du boulot, et c'est souvent des relations extrêmement souffrantes, souvent qu'on appelle, que les gens, l'entourage nous dit, mais attends, c'est complètement manipulateur, tu te fais manipuler, tu es avec un pervers, etc. Enfin, pour beaucoup de flammes jumelles, c'est un parcours du combattant. Et ben, c'est vrai, enfin, en tout cas, pour ma gouverne, moi, j'ai failli mourir en 2020 par une histoire d'amour. Et donc, mais c'est vrai que c'est entêtant, c'est des histoires d'attachement qui sont extrêmement puissantes et qui font obligatoirement travailler sur soi. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, tu peux vraiment périr, mourir, ou somatiser de manière grave. Hein. Alors il y a le chaser et le runner là-dedans. Ça peut tomber sur d'une génération à l'autre aussi. Ça peut travailler sur la génération, sur nos enfants. Quoi. Ah bah oui, oui. Et puis c'est des zones de grande peur en fait que tu vas trouver. Donc le problème c'est qu'on ne peut pas y échapper à ces trucs-là, même si on veut s'éloigner, etc.
persistant, et il y a de la souffrance de part et d'autre, de façon différente sur le chaser et le runner. Mais voilà, bon, c'est un peu complexe, je ne vais pas trop développer le sujet. Il y a eu des personnalités connues, comme Rodin et Camille Claudel, hein, par exemple, qui sont signalées comme flammes jumelles. Donc elle est maître-élève, hein, donc voilà. Et elle a fini à l'asile psychiatrique quand même dans cette histoire. C'est pas terrible, mais bon. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'être... Même après, lui, à la fin, il a essayé de faire le maximum pour elle, quand même. Il y avait Dante et Béatrice... je me suis intéressée, j'ai lu ça tout à l'heure. Et Béatrice Folco Portinari, Dante, dans la comédie de Dante, hein, qui avait sa belle aussi, qui est morte très jeune et qui n'a pas pu... Enfin, il s'en est jamais remis. Enfin, il était toujours avec elle, quoi, jusqu'au bout. Marilyn Monroe et Joe DiMaggio, Johnny Depp et Vanessa Paradis... Marie-Madeleine et Jésus, enfin il y a des gens connus, hein, qui ont été mis dans le registre des flammes jumelles, mais c'est des histoires un peu invraisemblables, quoi. Donc ça questionne tout ça, ces connexions mystiques qui sont presque incompréhensibles dans le parcours. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi je me suis dit, mais après tout le travail que j'ai fait sur moi, en plus en tant que psy et tout, comment puis-je en arriver là? C'est un truc un peu invraisemblable. Chercher l'erreur. Voilà, j'ai quand même fait plus de, je sais pas, 20 ans, 25 ans de thérapie. Enfin, j'ai toujours fait du travail de thérapie depuis toujours. Enfin, tu vois, un truc un peu invraisemblable. Bon, voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que, je ne suis pas en train de dire que c'est vrai, c'est des hypothèses, mais je trouve ça intéressant de voir les différents types de relations, les connexions possibles, donc sexuelles, affection, sécuritaire, les relations affectives, les relations de personnalité, de profil de personnalité qui s'emboîtent en forme de névrose complémentaire, et ces formes de connexion mystique où là, on n'y échappe pas, mais en même temps, ça fait vraiment travailler sur soi parce qu'on n'a pas le choix. Soit ça, soit on y meurt, ou on devient fou, ou ça se termine en catastrophe, pour l'un et pour l'autre d'ailleurs, mais d'une manière différente. Donc voilà. Alors, vous en pensez quoi? Vas-y, je te laisse la parole. On peut être un petit peu de tout ça, en fait. C'est toujours une question je veux que je me pose dire, partout. Tu te reconnais où? Cimenté par le sexe, ça peut être une partie de la relation, mais aussi en étant dans l'affection, avoir des projets ensemble. Je veux dire, tu peux avoir plusieurs composantes. Après, il y a des dominances. C'est-à-dire que tu as des Oui. personnes qui sont... Tu vois, là, voilà, il y a quand même des dominances. Il y a des gens qui sont vraiment... Parce que j'ai repéré ça. Il y a des couples qui sont très cimentés sur la sexualité et l'affection aussi, mais c'est moins dominant, tu vois. Mm-hmm. Alors qu'il y en a qui sont vraiment dans l'affectif, dans la communication, dans le cœur à cœur, mais moins cimentés sur la sexualité, voilà, où ça bloque à cet endroit-là, etc., etc. Donc, mais si tu trouves effectivement un peu de tout partout, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça veut dire que c'est une relation qui est viable et qui te fait du bien et qui te nourrit, et qui nourrit tes besoins, voilà. Donc super. Après, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est plutôt chouette de s'enrichir de la différence, d'arriver à faire un couple qui fonctionne et qu'il n'y a pas un qui écrase l'autre et tu vois, un qui sauve l'autre, un qui est victime de l'autre. Non, profitez quand c'est là, savourez, profitez. Mais le seul truc que je dis, c'est si l'autre disparaît, s'il meurt, ou s'il part, ou s'il te trahit, ou si je ne sais pas quoi, voilà, à cause de l'impermanence, est-ce que tu es capable d'être aussi bien toute seule qu'avec ou sans? Tu vois, c'est le seul truc. Surtout quand on a goûté à un couple qui était fluide, qui nourrit beaucoup les besoins humains. Voilà, parce que c'est ça la problématique à cause de l'impermanence, qui est le postulat de la vie, que tout peut partir. C'est pour ça que je dis souvent que tout début de relation, toute relation célèbre et signale sa fin d'emblée. Vous n'allez peut-être pas mourir ensemble le même jour, sauf si tu te suicides avec lui. Mais sinon, il y a peu de chances que tu meurs au même moment. Donc même si cette relation est suave et goûteuse et nourrissante, à tout moment, elle peut disparaître. Donc est-ce que tu peux être autonome, quoi? C'est-à-dire, voilà, être autonome.
Je vais dire ce que ça veut dire. D'accord. Et l'autonomie, on m'a posé la question, peut être et a intérêt à être vécue au sein même de la relation. C'est pas parce que tu es en relation que tu dois t'endormir sur tes lauriers. Tu peux travailler et gagner en autonomie au sein même du couple. Et il y a intérêt à le faire d'ailleurs. Parce que sinon, vous risquez d'être mal en point. Ne pas le faire remarquer quand même. De ne pas le faire remarquer. À la personne avec qui tu vis. Comment ça, de ne pas le faire remarquer? Que tu sois bien, trop bien. Parce qu'elle va se sentir... Ah bah non, pas du tout. C'est mieux que tu te sentes bien. Oui, mais elle sente bien que tu sentes bien. Mais... Prends le micro. C'est bien que tu te sentes bien. Que tu te sentes bien, c'est tout. Après, mais il ne faut pas qu'elle trouve qu'il y a peut-être un vide par rapport à elle. C'est ça. Ah bah non, Parce mais que chacun est responsable de son autonomie. Donc voilà, si elle se sent vide, c'est son affaire. Si toi, tu t'occupes de toi et tu nourris tes besoins avec ou sans, d'accord, et qu'elle elle a un vide quand tu n'es pas là, ou quand tu fais pas assez pour elle, ou tu passes pas assez de temps pour elle, ça devient sa problématique de manque d'autonomie de sa personne. Et donc ça la fait travailler de la solitude au sein de la relation, et donc d'apprendre à nourrir ses propres besoins et de donner de la place à ses espaces propres, donc de s'individuer au sein de la relation. Parce que le couple célèbre deux individus séparés, pas deux individus qui attendent « Ah ben je suis vide quand tu n'es pas là, j'attends que tu rentres le soir parce que je suis seule, est-ce que tu vas me faire un sourire ?» Bon, non. Ça fait travailler de toute façon, effectivement. Donc quand tu dis « Non, il faut que je suis autonome, mais je ne veux pas qu'elle sente le vide », ou « Je culpabilise si elle sent le vide », ça ne va pas. Non, pas culpabiliser, mais après, quand on arrive à, je sais pas, à être autonome dans sa tête, hein, parce que c'est bon, le problème, c'est la personne, si elle est stable, ouais, et qu'elle comprend que tu peux vivre ta vie sans elle, elle a peur de te perdre. Ben oui, il faut travailler sur la peur. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Il faut travailler sur la peur de perdre l'autre. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais c'est bien, c'est normal d'avoir peur de perdre. On est sur la sécurité. Il faut travailler sur le sentiment de sécurité. C'est important ça. Sinon, c'est pas de l'amour. La peur, c'est pas l'amour. Oui. N'oubliez pas. Et donc, la peur de manquer d'amour, c'est un vrai thème. Il faut que ça cesse un jour. Il faut que vous arriviez à arrêter de croire que vous allez manquer d'amour, que là c'est bon et que vous l'aurez plus. Vous l'aurez peut-être plus, mais vous n'allez pas manquer d'amour. C'est une thématique mais essentielle pour l'autonomie. Voilà. Donc, normalement, idéalement, tous les couples devraient travailler là-dessus, même si profitez-en quand c'est bon. Ne vous endormez pas sur vos lauriers, parce que tôt ou tard, la peur, c'est pas l'amour. La peur de manquer d'amour dans le futur n'est pas l'amour. La peur de manquer, d'être vide, c'est pas l'amour. Donc vous êtes creux et vous croyez donner de l'amour, mais vous donnez à partir d'un creux, donc vous ne donnez pas grand-chose en fait. Enfin, vous donnez ce que vous pouvez. C'est ce que je veux dire. Accroître la liberté intérieure. Hein, l'amour de l'être, parce qu'on a parlé de l'amour humain, on a parlé un peu de l'amour mystique, mais l'amour de votre être spirituel intérieur, de chacun, on a un être spirituel à l'intérieur de nous, qui nous appelle à quoi? Il nous appelle à aimer, mais déjà à nous écouter, à nous aimer, et à aimer un autre, pas à partir d'un endroit de peur, pas à partir d'un endroit d'un manque d'amour, ou d'une peur de manquer d'amour, à partir d'un endroit où on est tranquille, on est tranquille avec ça. Avec cette affaire de... Mais sinon, vous allez toujours être fragile, en fait. Il n'y a pas de liberté intérieure à ce moment-là. Je fais un coup parce que, voilà, parce que j'attends du sexe, parce que j'attends des câlins, parce que j'attends, je sais pas quoi, du soutien, parce que j'attends plein de trucs. Mais je ne suis pas libre. Et notre être spirituel, il n'a qu'une envie, c'est de nous sentir aimants, mais libres intérieurement, en fait.